La bourse ou la vie? La santé des personnes ou la santé de l'économie? Face à ce choix cornélien, que faire? Nos vies, pas leur profit, répond un slogan politique auquel, dans les circonstances présentes, il semble difficile de ne pas souscrire. S'il est un principe admis de tous, c'est bien celui-là, à savoir que la vie n'a pas de prix. Sans personne, du reste, il n'y a rien, ni profit, ni idée, ni monde. Les individus vivants sont comme la condition méta-économique de l'économie, pourrait-on dire. Ce que, du reste, les économistes ne semblent pas toujours vouloir comprendre, comme l'américain Thomas Schelling, qui voudrait en proposer une évaluation quantitative. Or, la vie, c'est la valeur qui donne le prix aux valeurs. En ce sens, nos sociétés, en s'interrompant de fonctionner, en nous confiant aux bons soins du confinement, ont bien été forcées de l'admettre. Ce qui est davantage questionnant dans ce slogan, c'est finalement l'adjectif possessif, nos vies. La vie n'apparaît en fait dans le monde que sous la forme individuelle. C'est le problème que notait déjà le philosophe Michel Henry lorsqu'il faisait remarquer que les sociologies qui s'appuient sur des lois sociales indépendantes de l'individu étendent de manière absurde leur scientisme primaire au domaine humain, disait-il. On peut faire une statistique du suicide sans comprendre un mot à l'angoisse que chaque suicide présuppose. Autrement dit, agir dans la vie, c'est agir individuellement. Une entreprise n'a jamais effectué une livraison ou nettoyé un bâtiment. Ce ne sont là, au fond, que des métaphores ou une sorte de facilité de langage. Seules les personnes vivantes ont le pouvoir de le faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une société politique est finalement toujours confrontée à une double contradiction, celle entre, on pourrait dire, le capital et le travail, au fond, la question de la justice sociale, et dans le même temps, un autre conflit se joue entre le collectif et la subjectivité proprement dite des acteurs. Les êtres humains, au fond, qui travaillent et qui s'éprouvent eux-mêmes dans la vie, en collaborant les uns avec les autres, aspirent avant tout au bonheur, sans que leur définition du bonheur ne soit identique. Finalement, la situation sanitaire que nous vivons actuellement nous met sans cesse face à cette tension entre le souci de la norme, la vie comme n'ayant pas de prix, sans d'ailleurs que soit précisée la valeur de cet infini, et la visée éthique, chacun aspirant à une définition du bien relative à ses situations et à ses choix de vie. C'est ici le vieux débat qui refait surface dans le domaine de la décision économique entre la déontologie qui s'appuie sur des principes auxquels nous ne pouvons jamais déroger, et puis ce qu'on appelle également l'utilitarisme ou le conséquentialisme, qui nous demande plus modestement d'œuvrer à un meilleur état de choses possible. Or, pour tenter, je dirais, d'y voir clair, le philosophe Paul Ricoeur nous apporte une contribution pour penser ce type de tension, de hard case ou de cas difficile, comme il le qualifie à lui-même, en proposant ce que l'on pourrait appeler une sagesse de l'ajustement. Une sagesse pratique que tout décideur ferait bien de cultiver. Celle-ci consiste à laisser une place aussi bien aux impératifs catégoriques qu'à l'évaluation au cas par cas dans un outil ou un souci, non pas un outil mais un souci de sollicitude à l'égard d'autrui. Il renoue ainsi avec les Grecs anciens qui mettaient en avant le souci de la proportionnalité en toute chose. Plus important que finalement la vérité ou l'art ou même l'opportunité, le fameux kairos, il y avait ce que les Grecs anciens appelaient le métron. Alors qu'est-ce qu'était le métron ? Eh bien, c'est au fond la juste mesure, le jugement proportionné, la convenance et l'harmonie entre les parties du tout. Toute chose dont la nécessité se fera sentir dès les premiers jours du déconfinement.